Chapitre 18. Des visiteurs malchanceux. Au moment où le comptable zélé filait en taxi pour tomber sur le costume qui écrivait tout seul, un passager bien mis, portant une petite valise de fibres, sortait du confortable wagon numéro 9 du train Kiev-Moscou au milieu d'autres voyageurs. Ce passager n'était nul autre que l'oncle du défunt Berlioz, Maximilian Andreïevitch Poplavski, économiste planificateur, habitant à Kiev, ancienne rue de l'Institut. La raison de l'arrivée de Maximilian Andreïevitch à Moscou était le télégramme qu'il avait reçu tard le soir l'avant-veille et qui portait ces mots « Viens de me faire écraser par tramway au Patriarche, obsèque vendredi, 15h, viens, Berlioz ». Maximilian Andreïevitch passait, et à juste titre, pour l'un des hommes les plus intelligents de Kiev. Mais même l'homme le plus intelligent ne pouvait que se trouver dans une impasse devant un télégramme pareil. Si une personne vous télégraphie qu'elle vient de se faire écraser par un tramway, il est clair qu'elle n'en est pas morte. Mais alors pourquoi des obsèques? Ou bien, elle va très mal et elle prévoit qu'elle va mourir? C'est possible. Mais alors, il y a une précision on ne peut plus étrange. Comment, quoi qu'on dise, la personne peut-elle savoir que ses obsèques seront fixées au vendredi à 15h? Un télégramme étonnant. Mais si les personnes intelligentes le sont, intelligentes, c'est qu'elles savent démêler les choses embrouillées. C'était très simple. Une erreur s'était produite et le message avait été transmis de travers. Le mot « me » venait sans aucun doute d'un autre télégramme à la place de Berlioz, lequel Berlioz, du coup, s'était retrouvé à la fin du télégramme. Avec une telle correction, le sens du télégramme redevenait clair, encore qu'évidemment tragique. Une fois passée l'explosion de douleur qui avait frappé l'épouse de Maximilian Andreïevitch, ce dernier fit aussitôt sa valise pour Moscou. Il nous faut révéler un secret de Maximilian Andreïevitch. Bien sûr, il plaignait le neveu de son épouse, mort dans la fleur de l'âge, mais, ça va de soi, en homme pratique qu'il était, il comprenait qu'il n'y avait aucune nécessité réelle pour lui d'assister aux obsèques. Et néanmoins, Maximilian Andreïevitch s'était précipité à Moscou. De quoi s'agissait-il? D'une seule chose, de l'appartement. Un appartement à Moscou. Ça, c'était du sérieux. On ne sait pas pourquoi, mais Maximilian Andreïevitch n'aimait pas trop Kiev, et l'idée de déménager à Moscou le rongeait tellement ces derniers temps qu'il en avait presque perdu le sommeil. Il n'aimait pas les crues printanières du Dniepr, quand, noyant les îles sur la rive basse, l'eau se confondait avec l'horizon. Il n'aimait pas cette vue bouleversante de beauté qui se découvrait au pied du monument au grand prince Vladimir. Il n'éprouvait aucune joie à voir les taches de soleil jouer gaiement sur les petits chemins de briques de la colline Saint-Vladimir. Il ne voulait rien de tout ça. Il voulait une seule chose, habiter à Moscou. Les annonces dans les journaux en vue d'échanger un appartement rue de l'Institut à Kiev contre une surface plus petite à Moscou ne donnaient aucun résultat. Il n'y avait pas d'amateurs et si très rarement ils s'en trouvaient, leur proposition était tout sauf honnête. Le télégramme avait bouleversé Maximilian Andreïevitch. C'était le moment ou jamais. Ne pas saisir sa chance aurait été péché. Les gens dotés de sens pratique savent que ces moments ne se représentent pas deux fois. Bref, quelles que fussent les difficultés, il allait falloir réussir à hériter de l'appartement du neveu rue Sadovaya. Oui, c'était difficile, très difficile, mais cette difficulté devait être surmontée coûte que coûte. L'expérience de Maximilian Andreïevitch lui disait qu'il fallait d'abord et avant tout et absolument faire la chose suivante, se faire enregistrer, ne serait-ce qu'à titre temporaire, dans les 3 pièces du neveu défunt. Le vendredi après-midi, Maximilian Andreïevitch passait la porte de la pièce où se trouvait la direction de l'immeuble numéro 302 bis rue Sadovaya à Moscou. Dans cette petite pièce étroite où se voyait, fixée au mur, une vieille affiche figurant en quelques images les moyens de ranimer des gens noyés en rivière, derrière une table de bois, dans une solitude complète, siégeait un homme d'âge moyen, mal rasé, le regard inquiet. « Puis-je voir le président de la direction »
s'enquit poliment l'économiste planificateur, ôtant son chapeau et posant sa petite valise sur une chaise qui se trouvait là. Cette question qui semblait toute simple mit, allez savoir pourquoi, dans tous ses états cet homme assis, au point de lui faire changer de visage. Le regard inquiet et fuyant, il marmonna quelque chose de peu clair pour signifier que le président n'était pas là. « Il est chez lui ?» demanda Poplavski. « C'est une affaire des plus urgentes. » L'homme assis fit à nouveau une réponse incohérente, mais on pouvait tout de même deviner que non, le président n'était pas chez lui. Et quand reviendra-t-il? À cela, l'homme assis ne répondit rien et lança une espèce de regard angoissé vers la fenêtre. « se dit l'intelligent Poplavski. Et il s'enquit du secrétaire. L'homme étrange assis à son bureau alla jusqu'à s'empourprer à cette question et bourdouilla à nouveau que le secrétaire non plus n'était pas là. Quand il reviendrait, personne ne savait. Et le secrétaire, il était malade. Se dit Poplavski. Mais il y a quelqu'un à la direction, non? Moi, répondit l'homme d'une voix faible. Voyez-vous, commença Poplavski pour bien le mettre de son côté, je me trouve être l'unique héritier de feu Berlioz, mon neveu décédé, comme vous savez, au patriarche, et je me vois obligé, selon la loi, de prendre possession de l'héritage, à savoir en notre appartement numéro 50. Je suis pas au courant, moi, camarade, l'interrompit l'homme angoissé. Mais permettez, dit Poplavski d'une voix sonore, vous êtes membre du conseil, et votre devoir, et là, il y eut un citoyen qui entra dans la pièce. Voyant l'homme qui venait d'entrer, l'homme assis blêmit. « Membre du conseil Felopatko ?» demanda l'homme entré à l'homme assis. « Oui, » répondit ce dernier d'une voix à peine audible. L'homme entré murmura quelque chose à l'homme assis, ce dernier totalement accablé se leva de sa chaise et quelques secondes plus tard, Poplavski se retrouvait seul dans la pièce vide du conseil. « Oh, quelle complication ! C'est bien ma veine que, tous en même temps, ils aillent se faire... » se disait Poplavski, dépité, traversant la cour asphaltée et pressé de parvenir à l'appartement numéro 50. À peine l'économiste planificateur avait-il sonné que la porte s'ouvrit et Maximilian Andreevitch pénétra dans la pénombre du vestibule. Une circonstance l'étonna un petit peu, à savoir qu'il n'avait pas très bien compris qui lui avait ouvert. Il n'y avait personne dans le vestibule, à part un énorme chat noir assis sur une chaise. Maximilian Andreevitch tout sauta, tapota du pied, la porte du bureau s'ouvrit et Korofiev apparut dans le vestibule. Maximilian Andreevitch s'inclina poliment mais dignement et dit « Je m'appelle Poplavski, je suis l'oncle », mais il n'eut pas le temps d'achever que Korofiev tirait de sa poche un mouchoir sale, le fourrait sous son nez et fondait en sanglots. « Du défunt Berlioz. »« Bien sûr, bien sûr. » l'interrompit Korofiev, ôtant son mouchoir de sa figure. « Dès que je vous ai vu, j'ai deviné qui vous étiez. » Sur ce, il fut secoué de sanglots et commença à s'exclamer « Quel malheur, hein? Mais comment ça se fait, des choses comme ça, hein ?» Et il s'est fait écraser par un tramway, murmura Poplavski. « Écrasé, net !» cria Korofiev, et des torrents de larmes ruisselèrent sous son pince-nez. « Net, j'ai tout vu. Vous pouvez me croire, d'un coup, la tête, hop, la jambe droite craque en deux, la gauche craque en deux. Voilà à quoi ça mène, les tramways. » Et visiblement incapable de se contrôler, Korofiev tourna le nez vers le mur à côté du miroir et resta secoué de sanglots. L'oncle de Berlioz fut sincèrement stupéfait du comportement de l'inconnu. « Et on dit que de notre temps, il n'y a plus d'homme de cœur ?» pensa-t-il, sentant lui-même des picotements lui monter aux yeux, et néanmoins en même temps un petit nuage de contrariété jetait une ombre sur son âme, et l'idée vipérine lui vint de se demander si cet homme de cœur ne s'était pas déjà fait enregistrer dans l'appartement du défunt, parce que des cas comme ça s'était déjà vu. « Pardonnez-moi, vous étiez l'ami de mon défunt Micha ?» demanda-t-il, essuyant de la manche son œil gauche qui était sec alors que le droit examinait le triste Korofiev secoué de sanglots. Mais celui-ci sanglotait si fort qu'on ne pouvait rien comprendre à part ces mots qu'il répétait.
Après avoir sangloté tout son saoul, Korofiev finit par se détacher du mur et articuler « Non, non, je n'en peux plus. Je vais me prendre 300 gouttes de valériane à l'éther. » Et tournant vers Poplavski un visage tout ruisselant de larmes, il ajouta « C'est ça, les tramways, aujourd'hui. » « Je m'excuse, c'est vous qui m'avez envoyé le télégramme ?» demanda Maximilian Andreevitch, qui se rongeait en essayant de comprendre qui pouvait bien être cet étonnant pleureur. « C'est lui, » répondit Korofiev en montrant le chat du doigt. Poplavski écarquilla les yeux, supposant qu'il avait mal entendu. « Non, pas la force, je n'en peux plus. » continuait Korofiev en reniflant. « Quand j'y pense, la roue sur la jambe, rien que la roue, elle pèse 10 poux. Crac. Je me recouche, je dors pour oublier. » Et il disparut du vestibule. Le chat lui aussi remua, sauta en bas de la chaise, se campa sur ses pattes de derrière, les pattes de devant sur les hanches, ouvrit les mâchoires et dit « Bon, c'est moi qui l'ai envoyé, le télégramme. Ça te dérange ?» Maximilian Andreevitch sentit aussitôt sa tête se mettre à tourner, ses bras et ses jambes se figer. Il laissa tomber sa valise et s'assit sur la chaise en face du chat. « C'est pas un chinois que je te parle, non ?» dit le chat d'un ton sec. « En quoi ça te dérange ?» Mais Poplavski n'émit aucune réponse. « Passeport !» rugit le chat, et il tendit sa patte dodue. Ne comprenant plus rien à rien, ne voyant plus rien d'autre que les 2 étincelles qui brûlaient dans les yeux du chat, Poplavski sortit son passeport de sa poche et le brandit comme un poignard. Le chat prit sur le trumeau des lunettes à grosse monture noire, se les plaça sur le museau, ce qui le rendit encore plus imposant, et prit le passeport de la main tremblante de Poplavski. « Curieux de savoir, je vais m'évanouir ou je ne vais pas m'évanouir ?» se demanda Poplavski. On entendait au loin les reniflements de Korofiev. Tout le vestibule était envahi par une odeur d'éther, de valériane et d'une espèce d'autre saleté qui donnait la nausée. « Quelle section a délivré le passeport ?» demanda le chat, examinant une page. Il n'y eut pas de réponse. « La 412, se répondit le chat, passant la patte sur le passeport qu'il tenait à l'envers. « Oui, bien sûr, je la connais, cette section. Il donne des passeports à n'importe qui. Moi, par exemple, je n'en aurais pas donné à quelqu'un comme vous. Jamais de la vie, je vous en aurais donné un. J'aurais juste regardé votre figure, à l'instant même, j'aurais refusé. » Le chat s'était mis dans une telle colère qu'il jeta le passeport sur le plancher. « Votre présence aux obsèques est annulée, » poursuivit le chat d'une voix officielle. « Veuillez rentrer à l'adresse indiquée. » Et il lança en direction de la porte « Un Jazello !» À son appel, on vit surgir dans le vestibule un petit rouquin boiteux serré dans un maillot noir, un couteau pendant à sa ceinture de cuir, et montrant un croc jaune et une taie sur l'œil gauche. Poplavski sentit que l'air lui manquait. Il se leva de sa chaise et se mit à reculer, la main sur la poitrine. « Un Jazello reconduit !» ordonna le chat, et il sortit du vestibule. « Poplavski !» fit doucement le nouvel arrivé d'une voix nasillarde. « J'espère que c'est compris. » Poplavski opina. « Retourne séance tenante à Kiev. » poursuivit Azazello. « Reste là-bas tranquille, tout doux, pas de bruit. Et tes rêves d'appartement à Moscou, tu les oublies, c'est clair ?» Ce petit bonhomme qui inspirait une peur mortelle à Poplavski, avec son croc, son couteau et son œil borgne, n'arrivait qu'à l'épaule de l'économiste, mais son action fut énergique, efficace et ordonnée. Il commença par ramasser le passeport et le tendre à Maximilian Andreevitch, qui le prit d'une main inerte. Ensuite, le nommé Azazello leva d'une main la valise, tandis que de l'autre, il ouvrait grand la porte d'entrée. Et, prenant par le bras l'oncle de Berlioz, il le fit sortir sur le palier. Poplavski s'appuya contre le mur, sans la moindre clé. Azazello ouvrit la valise, en sortit enveloppé dans un papier journal graisseux un énorme poulet rôti auquel il manquait une cuisse et le déposa sur le palier. Puis, il sortit 2 changes de linge de corps, un cuir à aiguiser les rasoirs, un livre et une trousse, et tout cela, il le poussa du pied dans la cage d'escalier, sauf le poulet. La valise vidée, les suivit à son tour.
On l'entendit se fracasser en bas, et à en juger par le bruit, elle venait de perdre son couvercle. Ensuite, le bandit roux saisit le poulet par la cuisse, et de toute la masse du poulet, d'un geste puissant et terrible, il asséna un tel coup dans la nuque de Poplavski que le corps du poulet en fut arraché, tandis que la cuisse restait dans la main d'Azazello. Tout était sans dessus-dessous chez les Oblonsky. Comme le disait si justement le célèbre écrivain Léon Tolstoï. Voilà précisément ce qu'il aurait dit ici. Oui, tout était sans dessus-dessous dans les yeux de Poplavski. Un long éclair jaillit devant ses yeux, puis cet éclair se transforma en une sorte de serpent endeuillé qui éteignit un instant le jour de mai. Et Poplavski dévala l'escalier 4 à 4 en serrant son passeport dans sa main. Parvenu à un tournant, il heurta du pied et cassa une vitre du palier suivant et s'assit sur une marche. Il vit dégringoler devant lui le poulet Cudjat, et ce poulet poursuivit sa chute dans la cage d'escalier. Azazello, resté en haut, rongea la cuisse de poulet en une seconde et cacha l'os dans une petite poche de son maillot, ensuite de quoi il regagna l'appartement et claqua bruyamment la porte derrière lui. À ce moment précis, en bas, on entendit les pas prudents d'un homme qui montait. Poplavski dévala un autre étage et s'assit sur un petit banc à dossier du palier pour reprendre son souffle. Un petit vieux minuscule avec un visage d'une tristesse inouïe, un vieux costume de tussor et canotier orné d'un ruban vert, montant les escaliers, s'arrêta au niveau de Poplavski. « Permettez-moi de vous demander, citoyen, s'enquit tristement le petit homme en tussor, où se trouve l'appartement numéro 50 ? Plus haut, répondit Poplavski d'un seul souffle. Mes plus humbles merci, citoyen, répondit le petit homme avec la même tristesse, et il reprit sa montée tandis que Poplavski se relevait et dévalait les marches. Une question se pose. N'était-ce pas vers la milice que se hâtait Maximilian Andreïevitch pour porter plainte contre les bandits qui l'avaient agressé en plein jour avec une telle violence ? Non, pas le moins du monde. Nous pouvons l'affirmer. Se présenter à la milice et dire que voilà, n'est-ce pas, il y a un chat chaussé de lunettes qui vient de lire mon passeport et après un homme en maillot avec un couteau ? Non. Le citoyen Maximilian Andreïevitch était vraiment un homme intelligent. Il était déjà en bas quand il vit tout près de la porte d'entrée une porte qui menait dans une espèce de petit local. Le carreau de cette porte était cassé. Poplavski enfouit son passeport dans sa poche, regarda autour de lui, espérant retrouver les affaires qui avaient été jetées, mais il n'y en avait pas trace. Poplavski se surprit lui-même à remarquer à quel point ça ne l'affectait pas. Ce qui l'occupait, c'était une autre idée intéressante et séduisante, examiner une nouvelle fois, grâce à ce petit bonhomme, cet appartement maudit. De fait, puisqu'il avait demandé où il se trouvait, cela signifiait qu'il n'y était jamais allé. Donc, il montait en ce moment, se jetait tout droit entre les griffes de la bande qui avait occupé l'appartement numéro 50. Quelque chose soufflait à Poplavski que ce petit bonhomme aurait tôt fait de ressortir de l'appartement. Il va de soi que Maximilian Andreïevitch n'avait plus la moindre intention de se rendre aux obsèques de son neveu, mais il restait du temps avant le train de Kiev. L'économiste lança un regard à la ronde et se glissa dans le petit local. À ce moment-là, loin, en haut, une porte claqua. « C'est lui qui est entré », se dit Poplavski, le cœur figé. Il faisait un peu froid dans le local, ça sentait la souris et les bottes. Maximilian Andreïevitch s'assit sur une espèce de billot et décida d'attendre. La position était commode, le petit local donnait directement sur la porte de l'entrée numéro 6. Pourtant l'attente fut plus longue que ce qu'avait pensé l'homme de Kiev. L'escalier, allait savoir pourquoi, resta tout le temps désert. On entendait tout. Et puis une porte finit par claquer au 4e. Poplavski se figea. Oui, ces petits pas. Il redescend. Une porte s'ouvrit, un étage plus bas. Les petits pas s'étaient arrêtés. Une voix de femme. La voix du petit homme triste. Oui, c'était sa voix. Il disait quelque chose comme « Laisse-moi pour l'amour du Christ ».
Poplawski avança l'oreille vers le carreau cassé. Cette oreille perçut un rire de femme. Des pas vifs et alertes descendaient, un dos de femme passa en un éclair. La femme portant un sac de toile cirée verte sortit dans la cour, et les pas du petit homme reprirent. C'est étrange. Il retourne à l'appartement. Il ne serait pas de la même bande ? Oui, il y retourne. Il rouvre encore la porte là-haut. Bon, attendons encore. Mais cette fois, il n'eut pas longtemps à attendre. Les bruits de porte, les petits pas s'arrêtent, un cri désespéré, un chat qui miaule, des petits pas rapides, hachés, qui descendent. L'attente de Poplawski cessa. Se signant et marmonnant Dieu sait quoi, le petit homme triste venait de passer en flèche, sans chapeau, le visage complètement égaré, sa tête chauve, tout écorchée, le pantalon trempé comme une soupe. Il commença par secouer la poignée de la porte d'entrée, sans trouver dans sa panique comment elle s'ouvrait, vers l'intérieur ou vers l'extérieur, finit par la maîtriser et bondit au soleil dans la cour. L'examen de l'appartement était chose faite. Sans plus penser un instant ni à son défunt neveu ni à l'appartement, frissonnant à l'idée du danger auquel il venait d'être exposé, Maximilian Andreevitch, ne chuchotant que ces mots « Je comprends tout, se précipita dans la cour. Quelques minutes plus tard, le trolley emportait l'économiste planificateur vers la gare de Kiev. Quant au petit homme, tandis que l'économiste attendait dans son local en bas, il lui était arrivé une aventure des plus désagréables. Ce petit homme était le buffetier des variétés et s'appelait Andrei Fokitch Jutov. Tout au long de l'enquête aux variétés, Andrei Fokitch s'était tenu à l'écart de ce qui se passait, et l'on avait juste remarqué une chose, qu'il était devenu encore plus triste qu'à l'ordinaire, et avait demandé au coursier Karpov l'adresse du mage. Et donc, après avoir quitté l'économiste sur le palier, le buffetier était monté au 4e et avait sonné à l'appartement numéro 50. On lui avait ouvert séance tenante, mais le buffetier avait tressailli et reculé avant d'entrer. On pouvait le comprendre. La porte venait d'être ouverte par une jeune femme qui ne portait sur elle qu'un coquet petit tablier de dentelle et une petite coiffe blanche dans les cheveux. Elle était chaussée, cela dit, de petits souliers dorés. La jeune femme se distinguait par un physique irréprochable, ne présentant pour seul défaut la cicatrice pourpre qu'elle avait au cou. « Eh bien, entrez si vous avez sonné, » dit la jeune femme, dardant sur le buffetier des yeux verts dépravés. Andrei Fokitch dit « Oh !» cligna des yeux et fit un pas dans le vestibule en ôtant son chapeau. Juste à ce moment, dans l'entrée, le téléphone sonna. La bonne, effrontée, posa une jambe sur la chaise, décrocha le combiné et dit « Allô ?» Le buffetier ne savait où poser les yeux. Il passait d'un pied sur l'autre et se dit « Ah, cette bonne qu'il a, cet étranger. Zut alors, quelle cochonnerie !» Et pour ne pas tomber dans ces cochonneries, il regarda à la ronde. Tout le vaste vestibule, plongé dans la pénombre, était encombré d'objets et d'habits insolites. On avait jeté par exemple sur un dossier de chaise une cape de deuil dont la doublure était couleur de feu. Une épée à la garde dorée et rutilante reposait sur la console devant la glace. 3 épées à pommeau d'argent étaient appuyées dans un coin aussi simplement que si ça avait été des parapluies ou des cannes, et à des ramures de cerf on avait pendu des bérets ornés de plumes d'aigle. « Oui » disait la bonne au téléphone. « Comment ? Le baron Meigel ? J'écoute, oui. Monsieur l'artiste est chez lui aujourd'hui. Oui, il sera enchanté de vous voir. Oui, il y aura des invités. Frac ou costume noir, quoi ? Pour minuit. » La conversation achevée, la bonne reposa le combiné et se tourna vers le buffetier. « Vous désirez ? » ?»« Il m'est indispensable de voir le citoyen artiste. »« Pardon ? Vraiment, lui en personne ? » ?»« Lui, » répondit tristement le buffetier. « Je demande. » dit la bonne, visiblement hésitante, et entrebâillant la porte du bureau du défunt Berlioz, elle déclara « Chevalier, il y a là un petit homme qui demande messire. »« Va qu'il entre !» fit depuis le bureau la voix cassée de Korofiev. « Passez au salon !» dit la fille aussi simplement que si elle avait été habillée comme tout le monde. Elle entrebâilla la porte du salon et quant à elle,
Elle quitta le vestibule. Une fois dans la pièce où il avait été introduit, le buffetier commença par oublier l'affaire qui l'amenait tant il fut frappé par son décor. À travers les vitres colorées des vastes fenêtres, fantaisie de la joaillère disparue sans laisser de traces, s'écoulait une lumière hors du commun qui ressemblait à celle d'une église. Des bûches brûlaient dans une immense cheminée ancienne, malgré la chaleur de cette journée de printemps. Et néanmoins il ne faisait pas du tout chaud dans cette pièce, et même au contraire le visiteur était saisi par une espèce d'humidité de caveau. Un énorme chat noir était assis devant le foyer sur une peau de tigre, plissant les yeux avec volupté devant le feu. Il y avait une table, et le buffetier, dévot, frissonna quand il l'aperçut. La table était couverte d'un brocart d'église. Sur ce brocart était posée une quantité de bouteilles, ventrues, couvertes de toiles d'araignée et de poussière. Un plat miroitait entre les bouteilles, et l'on voyait au premier coup d'œil que ce plat était d'or pur. Devant le foyer, un petit rouquin, un couteau à la ceinture, faisait griller un morceau de viande sur une longue épée. Le jus dégouttait dans le feu et de la fumée remontait par le conduit. Ça ne sentait pas seulement la viande grillée, mais l'encens et un genre de parfum étrange, ce qui l'espace d'un instant fit penser au buffetier, qui avait entendu parler par les journaux de la mort de Berlioz et du lieu où il habitait, que peut-être bien les savoir. On venait de célébrer un office religieux pour Berlioz, idée qu'au demeurant, il chassa aussitôt comme clairement stupide. Le buffetier, stupéfait, entendit soudain s'élever une lourde voix de basse. « Eh bien, en quoi puis-je vous être utile ?» C'est alors que le buffetier découvrit dans l'ombre celui dont il avait besoin. Le mage noir était étendu sur une espèce d'immense divan bas, parsemé de coussins. Le buffetier eut l'impression que l'artiste ne portait que des sous-vêtements noirs et des chaussures noires, elles aussi, à bout pointu. « Je suis, » commença le buffetier d'une voix douloureuse, « le responsable du buffet du Théâtre des Variétés. » L'artiste tendit sa main sur laquelle luisaient des pierres précieuses comme pour clore la bouche du buffetier, et il interrompit avec une grande fougue. « Non, 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 pas un mot de plus, en aucun cas jamais, je ne goûterai jamais rien de votre buffet. Très honoré, je suis passé hier devant votre étal, et je n'arrive toujours pas à oublier l'esturgeon et la brinza. Mon très précieux, la brinza ne peut pas être de couleur verte, quelqu'un vous aura abusé. Il est impératif qu'elle soit blanche. Oui, elle thé, mais c'est de la pisse d'âne, je l'ai vu de mes yeux vus. Il y avait une jeune fille pas très propre qui transvasait de l'eau non bouillie d'un seau dans votre immense samovar, et pendant ce temps, le thé, on continuait de le servir. Non, mon très cher, ça, c'est impossible. Mais l'excuse, dit Andreï Fokitch, abasourdi par cette attaque soudaine. Mais ce n'est pas pour ça que je viens, et l'esturgeon n'a rien à y voir. Comment ça, il n'a rien à y voir? S'il est avarié. L'esturgeon, on nous l'avait livré de deuxième fraîcheur, déclara le buffetier. Mais bon, c'est des bêtises. Qu'est-ce qui est des bêtises? Mais la deuxième fraîcheur, c'est des bêtises. La fraîcheur, il n'y en a qu'une seule. La première, laquelle est aussi la dernière. Et si l'esturgeon est de deuxième fraîcheur, ça veut dire qu'il est avarié. Mille excuses, voulut reprendre le buffetier, sans savoir comment se défaire de cet artiste qui était pis qu'une teigne. « Je ne peux pas excuser ça, » dit fermement le chat. « Ce n'est pas pour ça que je suis venu, » articula le buffetier complètement accablé. « Ce n'est pas pour ça, » s'étonna le mage étranger. « Quelle autre affaire a pu vous amener chez moi? Si ma mémoire est bonne, au nombre des gens de votre profession, je n'ai connu qu'une vivandière. Et encore, il y a longtemps, vous n'étiez pas de ce monde. Remarquez, enchanté. Un zazello, un tabouret pour monsieur le responsable du buffet. » Celui qui faisait griller la viande se retourna, épouvantant le buffetier avec ses crocs, et lui tendit habilement un des petits tabourets de chêne sombre. Il n'y avait pas d'autre siège dans la pièce. Le buffetier marmonna « Mais merci les plus humbles », et il s'assit sur le petit banc. Le pied arrière se cassa aussitôt avec fracas, et le buffetier, dans un grand « Oh !»
se meurtrit le postérieur sur le parquet. En tombant, il accrocha du pied un autre petit banc qui était devant lui, renversant sur son pantalon une pleine coupe de vin rouge. L'artiste s'exclama « Aïe ! Vous ne vous êtes pas fait mal !» Azazello aida le buffetier à se relever, lui offrit un second siège. Le buffetier, d'une voix pleine de douleur, refusa la proposition du maître de maison d'ôter son pantalon et de le mettre à sécher devant le feu, et se sentant insupportablement mal à l'aise dans son caleçon et son pantalon trempé, s'assit, non sans crainte, sur le deuxième petit banc. « J'aime les sièges bas, » dit l'artiste. « Quand on est assis bas, on ne peut pas tomber de haut. Et donc, nous en étions à l'esturgeon. Bon, la fraîcheur et la fraîcheur, voilà ce qui doit être la devise de chaque buffetier. Et donc, vous ne voudriez pas goûter ?» Ici, à la lumière pourpre du foyer, le buffetier vit luire devant ses yeux une épée, et Azazello déposa sur une assiette en or un morceau de viande grésillant, l'assaisonna de jus de citron et tendit au buffetier une fourchette en or à 2 dents. « Merci beaucoup, mais je... »« Si, essayez. » Le buffetier, par politesse, mit un morceau dans sa bouche et comprit aussitôt qu'il mâchait quelque chose de très frais et surtout d'incroyablement bon. Mais en mâchant cette viande juteuse et parfumée, le buffetier faillit s'étouffer et tomber une deuxième fois. Il vit voler depuis la pièce voisine un grand oiseau sombre qui frôla doucement de son aile sa calvitie. L'oiseau se posa sur le rebord de pierre, près de la pendule, et l'on vit que c'était une chouette. « Seigneur mon Dieu !» se dit Andreï Fokitch, nerveux comme tous les buffetiers. « Ah ça alors, quel appartement !» Une coupe de vin, du blanc, du rouge. Le vin de quel pays préférez-vous à cette heure de la journée? Merci beaucoup, je ne bois pas. Vous avez tort. Une petite partie d'osselin? Ou bien, quel autre jeu préférez-vous? Les dominos, les cartes? Je ne joue pas, répliqua le buffetier qui commençait à en avoir assez. De mal en pis, conclut le maître de maison. Il y a quelque chose, vous m'excuserez, de suspect chez les hommes qui évitent le vin, les jeux, la compagnie de belles femmes et les propos de table. Ces gens-là, soit ils sont très malades, soit, en secret, ils détestent ce qui les entoure. Certes, il peut y avoir des exceptions. Parmi les gens qui se sont trouvés à mes banquets, il m'est arrivé de découvrir des canailles étonnantes. Et donc, je vous écoute. Hier, vous avez daigné faire des tours? Moi? S'exclama le mage stupéfait. De grâce, c'est quelque chose qui n'est comme pas de mon rang. Je m'excuse, dit le buffetier désemparé, mais la séance de magie noire. Ah, mais oui, mon cher. Je vais vous révéler un secret, je suis tout sauf un artiste. J'ai simplement eu le désir de voir les moscovites dans leur masse, et le plus pratique à cet effet était de le faire dans un théâtre, et donc... C'est ma suite. Il fit un signe de tête en direction du chat qui a organisé cette séance. Moi, je suis juste resté là, j'ai regardé les moscovites. Mais ne faites pas cette tête et dites-moi ce qui vous amène ici en rapport avec cette séance. Voyez-vous, entre autres choses, les billets qui tombaient du plafond. Le buffetier baissa la voix et regarda autour de lui d'un air gêné. Bref, tout le monde a sauté dessus. Et donc... Voilà, je vois arriver au buffet un jeune homme, il me donne un billet de 10, moi je lui rends la monnaie, 8,5, et puis un autre... Aussi un jeune homme? Non, un homme âgé, un troisième, un quatrième, moi je rends toujours la monnaie, et aujourd'hui je vérifie ma caisse, qu'est-ce que je vois? À la place de l'argent, juste des bouts de papier. Le buffet a perdu 109 roubles. Aïe, s'écria l'artiste. Mais comment ont-ils pu penser que c'était de l'argent véritable? Je ne peux pas admettre l'idée qu'ils aient fait cela en connaissance de cause. Le buffetier eut une espèce de regard torve et douloureux, mais resta muet. « Des escrocs, vous pensez ?» demanda le mage à son hôte d'un air inquiet. « Il y a donc des escrocs à Moscou. » En réponse, le buffetier eut un sourire si amer que tous les doutes furent levés. Oui, il y avait des escrocs à Moscou. « C'est infâme !» s'exclama Voland. « Vous-même, vous êtes pauvre ? N'est-ce pas que vous êtes pauvre ?» Le buffetier rentra la tête dans les épaules et l'on vit bien
qu'il était pauvre. « Vous avez quoi de côté ?» La question était posée sur un ton compatissant, mais malgré tout, une telle question ne pouvait pas ne pas être indélicate. Le buffetier hésita. 949 000 roubles dans 5 caisses d'épargne, répondit de la pièce voisine une voix de crécelle. Et chez lui, sous le plancher, 200 pièces de 10 roubles en or. Le buffetier resta comme cloué à son tabouret. Bon, c'est sûr, ce n'est pas un pactole, dit Volande à son hôte avec condescendance, même si en fait, même de cette somme, vous n'en avez pas besoin. Vous mourrez quand? Là, le buffetier s'offusqua. Ça, personne ne le sait, et ça ne regarde personne, répondit-il. Comment ça, personne? Reprit la même voix odieuse depuis le bureau. Tu parles d'un binôme de Newton? Il va mourir dans exactement 9 mois, en février de l'année prochaine, d'un cancer du foie à la clinique du centre hospitalier 1 de Moscou, chambre numéro 4. Le visage du buffetier vira au jaune. 9 mois, comptait pensivement Volande. 249 000, c'est-à-dire 27 000 tout ronds par mois. C'est chiche, mais en vivant simplement ça devrait aller, et en plus avec ces pièces d'or... Les pièces d'or, il n'arrivera pas à les blanchir, reprit toujours la même voix, glaçant le cœur du buffetier. À la mort d'Andreï Fokitch, la maison sera démolie sans délai, et les pièces d'or seront remises à la Banque d'État. D'ailleurs, je ne vous conseillerais pas de vous faire hospitaliser, poursuivit l'artiste. À quoi bon aller mourir dans une chambre d'hôpital au milieu des sanglots et des râles des incurables? Ne vaudrait-il pas mieux faire un festin sur ces 27 000 roubles et après avoir pris du poison transporter ses pénates aux accords de la musique, entouré de belles enivrées et d'amis joyeux? Le buffetier restait immobile. Il avait beaucoup vieilli. Des cernes sombres entouraient ses yeux, ses joues s'étaient creusées, sa mâchoire inférieure pendait. Mais bon, nous rêvassons, s'exclama le maître de maison. Allons au fait, montrez-moi votre fausse coupure. Le buffetier, très nerveux, sortit de sa poche une liasse, la détacha et resta stupéfait. Il y avait des billets de 10 dans le papier journal. Mon cher, c'est vrai que vous n'allez pas bien, dit Volande, haussant les épaules. Le buffetier, avec un sourire égaré, se leva de son tabouret. Mais, reprit-il en bafouillant, s'il se remettait à... réfléchit l'artiste. Dans ce cas-là, vous reviendrez me voir, je vous en prie. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Korofiev bondit de son bureau, saisit le bras du buffetier, se mit à le secouer et à enjoindre Andreï Fokitch de transmettre ses salutations à tout le monde. Sans plus rien y comprendre, le buffetier se dirigea vers le vestibule. « Elle là, raccompagne !» criait Korofiev. Et là encore, cette rouquine toute nue était dans le vestibule. Le buffetier se glissa vers la porte, glapit un « au revoir » et partit comme s'il était saoul. Il descendit quelques marches, s'arrêta, s'assit dans l'escalier, sortit le paquet, vérifia. Les billets de 10 étaient toujours là. À ce moment, de l'appartement qui donnait sur le palier sortit une femme avec un sac vert. Voyant cet homme assis sur les marches et contemplant ses billets d'un air interloqué, elle sourit et dit pensivement « Cet immeuble que nous avons, et lui là, saoul depuis le matin, et encore une vitre de cassée dans l'escalier. » Elle fixa le buffetier un peu plus attentivement et ajouta « Eh, mais citoyen, les sous, vous les faites pousser ou quoi? Tu voudrais pas qu'on les partage ?»« Laissez-moi au nom du Christ, » fit le buffetier, effrayé, et il eut au fait de cacher son argent. La femme éclata de rire. « Mais que les diables te grillent, vieux fesse-Mathieu, je plaisantais !» Et elle descendit. Le buffetier se releva lentement, leva le bras pour arranger son chapeau et comprit qu'il ne l'avait pas sur la tête. Il aurait donné un royaume pour ne pas remonter, mais il regrettait son chapeau. Il hésita un peu, mais il y retourna quand même et sonna. « Qu'est-ce qu'il vous faut encore ?» demanda cette maudite Ella. « Mon petit chapeau que j'ai oublié, » chuchota le buffetier en désignant de l'index son crâne chauve. Ella se retourna, le buffetier cracha mentalement et ferma les yeux. Quand il les rouvrit,
Ella lui tendait un chapeau et une épée à pommeau sombre. « Non, ce n'est pas à moi !» chuchota le buffetier, repoussant l'épée et se coiffant à la hâte de son chapeau. « Vous étiez venu sans épée ?» s'étonna Ella. Le buffetier marmonna quelque chose et se hâta de redescendre. Le chapeau était bizarrement inconfortable et bien trop chaud. Il l'enleva et, tressaillant de frayeur, il poussa un petit cri. Il avait dans la main un béret de velours à vieille plume de coq. Le buffetier se signa. À l'instant même, le béret miaula et se changea en petit chaton noir qui, bondissant à nouveau sur la tête d'Andreï Fokitch, s'agrippa de toutes ses griffes à sa calvitie. Avec un cri désespéré, le buffetier dévala les escaliers, le chaton dégringola de sa tête et fila vers les étages supérieurs. Déboulant à l'air libre, le buffetier courut vers la porte cochère et quitta pour toujours ce satanique 302 bis. On sait parfaitement ce qui lui arriva par la suite. Après avoir bondi sur le trottoir, le buffetier lança à la ronde un regard un peu fou, comme s'il cherchait quelque chose. L'instant d'après, il était de l'autre côté de la rue, dans une pharmacie. À peine avait-il prononcé les mots « Dites-moi, s'il vous plaît », que la femme au comptoir s'écriait « Citoyen, vous avez la tête toute égratignée !» 5 minutes plus tard, la tête enveloppée d'un pansement, le buffetier avait appris que les meilleurs spécialistes du foie étaient les professeurs Vernadsky et Kouzmine. Il avait demandé lequel était le plus proche, avait rayonné de joie quand il avait appris que Kouzmine habitait carrément dans la cour d'à côté, dans une petite maison particulière toute blanche, et 2 minutes plus tard, il se trouvait dans cette petite maison. L'intérieur était ancien mais très très confortable. Le buffetier devait se souvenir qu'il était d'abord tombé sur une vieille nounou qui avait voulu lui prendre son chapeau, mais comme de chapeau il n'en avait pas, la nounou, mâchouillant sa bouche édentée, était repartie. À la place de la nounou, près d'une glace, et semblait-il d'une espèce d'arcade, survint une femme d'âge moyen qui lui dit qu'elle ne pouvait l'inscrire que pour le 19, pas avant. Le buffetier trouva aussitôt l'argument salvateur. Il lança un coup d'œil sous l'arcade, vers ce qui était très clairement un vestibule où 3 personnes attendaient déjà, et chuchota « Une maladie mortelle ». La femme posa un regard stupéfait sur la tête pansée du buffetier, hésita et dit « Ma foi », et elle laissa passer le buffetier sous l'arcade. Au même instant, la porte d'en face s'ouvrit. On vit miroiter un pince-nez doré. La femme en blouse blanche dit « Citoyen, ce patient passera sans rendez-vous ». Et le buffetier n'avait pas eu le temps de dire « ouf » qu'il se retrouvait dans le bureau du professeur Kouzmine. Il n'y avait rien de terrible, de solennel ou de médical dans cette pièce tout en longueur. « Que vous arrive-t-il » demanda le professeur Kouzmine d'une voix agréable, et il lança un regard un peu inquiet au pansement sur sa tête. « Je viens d'apprendre de sources sûres, » répondit le buffetier, regardant d'un air hagard une photo de groupe encadrée, « qu'en février de l'année prochaine, je mourrai d'un cancer du foie. Je vous supplie de l'arrêter. » Le professeur Kouzmine, interloqué, se rejeta d'un coup contre le grand dossier gothique tendu de cuir de son fauteuil. « Pardon, je ne vous comprends pas. Ou quoi, vous venez de chez un médecin? D'où vient ce bandage sur votre tête ?»« Un médecin, tu parles? On l'a vu, ce médecin, » répondit le buffetier, et il se mit soudain à claquer des dents. « Pour la tête, ne faites pas attention, ça n'a rien à voir. La tête, laissez tomber, elle n'a pas de rapport. C'est le cancer du foie que je vous demande d'arrêter. »« Mais, permettez, qui vous l'a dit ?»« Vous pouvez lui faire confiance, » répliqua le buffetier avec flamme. « Il sait, lui. »« Je n'y comprends rien, » dit le professeur, haussant les épaules en reculant son fauteuil. « Mais comment peut-il savoir que vous mourrez, a fortiori s'il n'est pas médecin ?»« Dans la chambre numéro 4, » répondit le buffetier. Là, le professeur regarda son patient, sa tête, son pantalon mouillé, et il se dit « Il ne manquait plus que ça, un fou. » Il demanda « Vous buvez de la vodka ?»« Jamais une goutte, » répondit le buffetier. L'instant d'après, il était déshabillé, allongé sur la toile cirée froide de la table d'examen, et le professeur lui palpait le ventre. Là, reconnaissons-le, le moral du buffetier s'améliora grandement. Le professeur affirmait catégoriquement que, du moins au moment présent, le buffetier ne présentait pas le moindre symptôme de cancer.
mais que puisque c'était comme ça, puisqu'il avait peur et qu'il avait été victime d'un charlatan, il fallait faire toutes les analyses. Le professeur remplissait des ordonnances expliquant où il fallait aller, ce qu'il fallait apporter. En plus, il fit un petit mot à l'intention du professeur Bourret, neurologue, en expliquant au buffetier qu'il avait les nerfs dans un état désastreux. « Combien vous dois-je, professeur ?» demanda le buffetier d'une voix douce et tremblante tout en sortant son portefeuille ventru. « Ce que vous voudrez, » répondit le professeur d'un ton sec et cassant. Le buffetier sortit 30 roubles et les posa sur la table, puis, avec la douceur feutrée d'une patte de chat, il posa sur les coupures de 10 roubles un petit rouleau cliquetant enveloppé dans du papier journal. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Kouzmine, tortillant sa moustache. « Ne refusez pas, citoyen professeur, » chuchota le buffetier. « Je vous en supplie, arrêtez le cancer. » « Bon, reprenez-moi cette heure tout de suite, » dit le professeur, fier de lui-même. « Vous feriez mieux de faire attention à vos nerfs. Dès demain, faites une analyse d'urine, ne buvez pas trop de thé et tenez-vous à un régime strictement sans sel. »« Même dans la soupe ? Je ne mets pas de sel ?» demanda le buffetier. « Vous ne salez rien du tout, » ordonna Kouzmine. « Oh !» s'exclama le buffetier d'un air navré. Et adressant au professeur un regard ému, il reprit ses pièces d'or et se dirigea vers la porte, en marchant à reculons. Ce soir-là, le professeur n'avait pas trop de patients, et le dernier partit au tomber de la nuit. Ôtant sa blouse, le professeur regarda vers l'endroit où le buffetier avait laissé ses billets de 10 roubles et découvrit qu'il n'y avait là aucun billet de banque, juste 3 étiquettes de bouteilles d'Arbaud d'Ursault. « Le diable, c'est quoi ?» marmonna Kouzmine, laissant traîner par terre un pan de sa blouse tout en tournant et retournant les étiquettes. Non seulement il était schizophrène, mais c'était un escroc. Ce que je ne comprends pas, c'est ce qu'il me voulait. Quand même pas une ordonnance pour une analyse d'urine. Il a volé un manteau. Et le professeur se précipita vers le vestibule, là encore, une manche de blouse à moitié enfilée. « Ksenia Nikititchna » cria-t-il d'une voix perçante par la porte du vestibule. « Vérifiez, tous les manteaux sont là ?» Il apparut que tous les manteaux étaient là. En revanche, quand le professeur revint à sa table de travail, s'étant enfin débarrassé de sa blouse, ce fut comme s'il prenait racine dans le parquet, les yeux rivés à cette table. À l'endroit où il avait laissé les étiquettes, il voyait à présent un chaton noir perdu à la petite bouille toute triste, et ce chaton miaulait en lapant du lait dans une soucoupe. Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Permettez. Ça c'est déjà... Kouzmine sentit sa nuque se glacer. Au cri faible et plaintif du professeur accourut Ksenia Nikititchna, et elle acheva de le rassurer en lui disant que c'était évidemment un de ses patients qui lui avait laissé le chaton, comme ça arrive souvent chez les professeurs. « Ils sont pauvres, je parie, » expliquait Ksenia Nikititchna. « Bon, et chez nous, bien sûr. » Ils se mirent à réfléchir, à essayer de deviner lequel de ces patients ça pouvait être. Le soupçon tomba sur une petite vieille qui avait un ulcère à l'estomac. « C'est elle, c'est sûr, » disait Ksenia Nikititchna, et je parie qu'elle s'est dit « Moi, bon, de toute façon, je vais mourir, mais ça me fait de la peine pour le chaton. »« Mais permettez » s'écria Kouzmine. « Et le lait aussi, elle l'a amené ? Et la soucoupe, hein ? Elle l'aura apporté dans un flacon et elle l'aura versé dans la soucoupe ici, » expliqua Ksenia Nikititchna. « De toute façon, débarrassez-moi du chaton et de la soucoupe, » dit Kouzmine. Et il raccompagna lui-même Ksenia Nikititchna jusqu'à la porte. Quand il revint, la scène avait changé. En suspendant sa blouse à sa patère, le professeur entendit un éclat de rire dans la cour. Il regarda et, naturellement, il resta hébété. Une dame vêtue de sa seule chemise était en train de traverser la cour à toutes jambes en direction du pavillon d'en face. Le professeur connaissait même son nom, Maria Alexandrovna. Il y avait un gamin qui riait. « Mais qu'est-ce que c'est ?» demanda dédaigneusement Kouzmine.
Là, derrière la cloison, dans la chambre de la fille du professeur, le patéphone se mit à jouer le foxtrot Alléluia, et au même instant le professeur entendit un moineau pépier derrière lui. Il se retourna et vit sur son bureau un gros moineau qui sautillait. « Oh, du calme, se dit le professeur. Il est entré quand je me suis écarté de la fenêtre, tout va bien. » S'enjoignit le professeur, sentant que non, rien n'allait bien, et ce, surtout, bien sûr, à cause de ce moineau. En l'examinant mieux, le professeur eut au fait de se convaincre que ce moineau-là n'était pas un moineau comme les autres. Ce sale petit moineau s'appuyait sur la patte gauche. Il faisait très clairement le pitre en la traînant. Il avançait par syncopes. Bref, il dansait le foxtrot au son du patéphone comme un ivrogne devant le zinc. Il prenait des airs les plus canailles qu'il pouvait. Il lançait des regards égrillards au professeur. La main de Kouzmine se posa sur le téléphone et il eut l'intention d'appeler son camarade Bourret pour lui demander ce que signifiait ce genre de moineau quand on arrive à 60 ans et quand en plus on a des vertiges. De Moineau, pendant ce temps, s'était posé sur l'encrier offert au professeur, y avait laissé une fiente, je ne ris pas, puis il avait volté vers le plafond, était resté en l'air, et de tout son élan, comme avec un bec d'acier, il avait donné un grand coup dans une photographie placée sous verre qui représentait les étudiants sortis de l'université en 94, avait cassé le verre en 1000 morceaux et s'en était reparti par la fenêtre. Le professeur composa un autre numéro, et au lieu d'appeler Bourret, il appela le bureau des sangsues, disant que c'était le professeur Kouzmine à l'appareil et qu'il demandait à ce qu'on lui envoie à l'instant même des sangsues à domicile. Reposant le récepteur, le professeur se tourna à nouveau vers son bureau et hurla. Il venait de découvrir, attablé à son bureau, un petit bonnet d'infirmière sur les cheveux, une femme tenant un petit sac portant l'inscription « Sangsues ». Si le professeur avait hurlé, c'est qu'il avait vu sa bouche. C'était une bouche d'homme, tordue jusqu'aux oreilles, garnie d'un croc. Les yeux de cette infirmière, ils étaient morts. « Les sous, je les range, » dit l'infirmière d'une voix de basse masculine. « J'en pas à traîner là. » De sa patte d'oiseau, elle ramassa les étiquettes et se fondit peu à peu dans les airs. 2 heures passèrent. Le professeur Kouzmine était assis sur son lit dans sa chambre, avec des sangsues aux tempes, aux oreilles et au cou, assis au pied du professeur Kouzmine sur une courte pointe de soie. Le professeur Bourret, les moustaches chenues, posait sur Kouzmine un regard de compassion, et le consolant lui disait que tout ça n'était rien. La nuit était déjà tombée. Ce qui se passa encore d'étrange cette nuit-là à Moscou, nous ne le savons pas, et nous ne cherchons pas, on le comprend bien, à le savoir, d'autant que le temps est venu pour nous de passer à la 2e partie de ce récit empreint de vérité. Suis-moi, lecteur,